Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de CLTV pour le grand débat politique des législatives de l'entre-deux tours. À J-5 du second tour, c'est l'heure du choix pour les électeurs charentais. Je suis aux côtés de Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Face à nous, trois candidats. Donc, sur la deuxième circonscription, Barthélémy Martin, candidat Les Républicains soutenu par le Rassemblement national dans le cadre de l'Union des droites d'Éric Ciotti. Carole Ballu, vous êtes la candidate investie par LFI pour le Nouveau Front Populaire. Et Sandra Marceau, la députée sortante investie par Ensemble pour la République, la majorité présidentielle. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Un mot d'abord sur le premier tour dimanche. Vous, Monsieur Martin, vous êtes sorti premier des urnes, largement, avec 21 400 voix à peu près et 38,91% des suffrages. Madame Marceau, vous êtes arrivée à la deuxième place, avec 27,38% des suffrages et 15 000 voix à peu près. Et Madame Ballu, vous êtes arrivée derrière, à 4 000 voix à peu près, derrière Madame Marceau, avec 20,34% des suffrages, soit assez pour tous les trois pour vous maintenir au second tour, dans le cadre d'une triangulaire. Alors, en préparant ce débat, je ne vous cache pas qu'au départ, on avait préparé le débat pour deux, pour M. Martin et pour vous, Mme Marceau. Mme Ballu, on pensait hier que vous suivriez les consignes de vote de votre famille politique, à savoir vous désister, comme l'ont fait une quarantaine de candidats qui étaient troisième et dans leur circonscription. Il n'en est rien. Alors hier, il y a eu pas mal de tractations, négociations, vous avez échangé, vous êtes parlé, vous avez échangé des communiqués de presse. Et finalement, vous êtes ici parce que, pour l'instant, vous êtes toujours en lice. Alors ce soir, c'est 18h, le dépôt des candidatures à la préfecture. Alors j'ai une première question pour vous, Madame Ballu. Pourquoi avoir choisi de faire fi des consignes de votre famille politique et d'être ici à nos côtés, voilà, en tout cas pour l'instant? Alors effectivement, comme vous dites pour l'instant, comme vous l'avez si bien dit, c'est jusqu'à 18h. Donc la bonne nouvelle, c'est que je vais annoncer notre décision à la fin de ce plateau. Donc voyez-vous, il n'y aura pas besoin d'attendre jusqu'à 18h. Voilà. Donc effectivement, comme dit, ce n'était pas des tractations. En fait, on a fait un communiqué où on a appelé la députée sortante, candidate Madame Marceau, à s'adresser du coup aux votants qui ont donc donné leur voix à ce programme du Nouveau Front Populaire pour avoir une vie meilleure, etc. et en attente de mesures concrètes pour leur vie au quotidien. On a reçu un communiqué de presse avec une succession de choses, mais qui en fait n'amenaient rien de concret. Donc on a refait un communiqué de presse avec une demande de 3 mesures concrètes qui ne nous semblent pas complètement démesurées. Je pense que là, on ne bascule pas dans l'extrémisme le plus total. 3 mesures concrètes, donc pour l'instant, on n'a pas de réponse. Voilà. Mais en tout cas, comme vous l'avez dit, il y a des consignes du national. Pour autant, on a jusqu'à 18h. Et je suis là sur ce plateau pour continuer à discuter avec les candidats et les candidates sur la deuxième circo. Justement, vous, Madame Marceau, pourquoi vous n'êtes pas positionnée clairement à ce qu'a demandé la candidate du Nouveau Front Populaire? Est-ce que vous jouez la montre du coup et un potentiel désistement donc d'ici à 18h ou... Alors si quelqu'un joue la montre, c'est absolument pas moi. J'ai fait un communiqué, je me suis exprimée. Je vous ai répondu derrière, d'ailleurs, suite à l'autre communiqué. Moi, la question que j'ai posée notamment à Madame Ballu, et c'est mon seul message, c'est est-ce qu'on veut faire barrage aux idées du RN et au Front National, il faut le dire, sur ce territoire qui n'en a pas besoin? Est-ce qu'on veut faire barrage? Respecter ce qu'a dit Monsieur Mélenchon et aussi tous les autres responsables du Nouveau Front Populaire, y compris en Charente, parce qu'ils se sont exprimés, y compris en Charente. Le PS m'a contacté, voilà, et même ce matin, la Confédération paysanne, qui me demande de m'engager. Oui, de m'engager pour l'agriculture, pour des mesures. Je vous explique, qui me demande de m'engager en décembre 2024 ou en janvier 2025 à venir, après la campagne, donc si je suis réélue, j'ai le mail. C'est ce que Madame Ballu vous a demandé. Il me demande à venir sur une ferme. J'ai toujours travaillé, c'est dingue que je doive me justifier, mon bilan en atteste pour moi, mais je précise, j'ai toujours travaillé pour toutes les agricultures, quoique Madame Ballu, là c'est la candidate vers laquelle je m'exprime, et pas ses électeurs.
Tout le monde sait très bien que je me suis engagée pour toutes les agricultures. Je me suis même rendue à son invitation en 2019 sur son exploitation. J'ai été sur d'autres exploitations de la Confédération paysanne. Moi, je défends toutes les agricultures. Donc, évidemment que je défends l'agriculture. Et dans la lettre de ce matin envoyée par mail par la Confédération paysanne, évidemment que ça se traduit par un oui. Bien sûr que j'ai toujours rencontré tout le monde. Vous savez, la permanence d'un parlementaire, elle doit être ouverte à tous. Donc moi, je n'ai pas de jugement là-dessus. Parce que juste les 3 propositions portées sur l'augmentation du SMIC, est-ce que vous vous engagerez, si une loi a été proposée à l'Assemblée nationale sur l'augmentation du SMIC, est-ce que vous vous engagerez à voter en soutien à l'agriculture biologique? Je l'ai déjà fait. Et est-ce que vous vous engagerez à voter l'interdiction d'achat des matières premières agricoles en dessous des coûts de revient? Tout ça, ça a été déjà fait, mais effectivement, pas sous l'angle et les outils, on va dire, que souhaitait notamment, c'était la niche, ces textes, France Insoumise. C'est un peu compliqué peut-être la niche parlementaire, je ne veux pas que ça soit compliqué pour nos concitoyens. Sur le SMIC, il est déjà indexé et on a voté quelque chose qui n'a pas été voté dans la première mandature par tous les autres partis d'ailleurs d'opposition, c'est l'élargissement de la prime d'activité. Moi, j'ai une question à poser à ces candidats. Est-ce qu'on reviendrait? Mais c'est ce que touchent les gens à la fin. Et c'est ça qui compte et c'est ça que je veux dire. 180 € en moyenne par mois que les gens qui ont des petits salaires touchent en plus. C'est ça notre prise de position, parce que derrière, c'est aussi défendre l'emploi, le travail. Et ça a permis de créer des emplois, ça a permis que les entreprises, et notamment en Charente, les petits artisans, les commerçants, n'aient pas à payer en plus. Donc ça a été notre choix que nous avons voté. Ce qui compte, c'est ce que les gens ont à la fin du mois. Donc ça, pour ça, je réponds. Non, et tout le monde, évidemment, veut plus de salaire. Sur l'aide à l'agriculture biologique, vous me posez des questions, je réponds, et je suis là pour ça ce matin. Et c'est la question, madame la journaliste. Sur l'aide à l'agriculture biologique, je veux dire, ça a été voté, effectivement pas dans le sens peut-être que voulait la France insoumise, mais ça a été voté, c'est l'aide de 100 € à l'hectare, mais c'est aussi là, pendant la crise, le fait qu'il y ait la trésorerie possible, l'avance de trésorerie, pardon, avec les banques. On va voir, j'ai fait nombre de dossiers avec la DDT d'ailleurs ces derniers mois. J'ai suivi pas des viticulteurs d'ailleurs, des agriculteurs à la DDT. Donc en fait, ça, évidemment que je le défends, évidemment. Et donc j'ai pas de leçon à recevoir de madame la candidate. Et moi, je veux rassurer l'ensemble des électeurs. Et enfin, sur la loi Egalim, effectivement, on n'est pas d'accord, mais c'est une responsabilité entre les filières et entre l'amont et l'aval. Et évidemment que j'ai voté cette loi pour le revenu et pour la... On n'a pas l'impression que... Mais en fait, ce qui est compliqué pour les gens qui nous écoutent, c'est que c'est toujours pareil. C'est après le champ d'application. Là, je vais remonter la chronologie inverse. Quand on parle, par exemple, des aides bio, etc., les 200 € hectares, en fait, ont été supprimés. Maintenant, c'est l'éco-régime. L'éco-régime, ça veut dire que le label HVE, qui n'a aucune garantie environnementale, peut désormais abonder. Et en fait, les aides bio, l'aide au maintien, a été supprimée, en fait, par le gouvernement. Donc, je suis désolée, mais tous les bio qui nous écoutent doivent faire des bons, parce que ces aides à l'hectare, désormais, sont supprimées. C'est de l'éco-régime. Et les faux labels peuvent désormais y abonder. Voilà. Pour les aides, effectivement, il y a eu des enveloppes bio, etc., qui ont été débloquées. Il y a eu des dossiers à la DDT, etc., des avances de trésorerie. C'est pour juste une petite partie des fermes, parce que toutes les fermes bio, les petites fermes qui sont sur ce qu'on appelait avant le forfait, etc., n'ont pas de comptabilité qui permettent d'abonder sur ces aides. Donc, en fait, c'est aussi une méconnaissance du déploiement de ce type d'aide. Une fois de plus, c'est toujours les plus gros qui peuvent abonder à ce type d'aide et pas les plus petits. Donc après, tant pis. Mais en tout cas... une fois de plus, ce qu'on nous propose, c'est quoi? Les primes d'activité, etc. Les gens, en fait, tout ça, ils en ont marre. Ils veulent un salaire qui soit conséquent. Nous, agriculteurs, c'est pareil. Mais vous allez leur dire qu'ils vont plus le toucher. Quand on nous dit qu'on va toucher des aides, etc., on ne veut pas toucher des aides, on veut vivre de notre travail. Donc, on parle du SMIC, on ne parle pas de primes d'activité. Et après, la question qui est de... Madame Balu, mais voulez-vous faire barrage au Rassemblement national? Mais c'est la seule question qui tienne aujourd'hui. J'ai envie de poser, et ça sera votre responsabilité. Que j'ai posée aussi à Madame Marceau, c'est... Est-ce qu'à un moment donné, les partis vont reconnaître que quand ils demandent aux électeurs de faire barrage au Rassemblement national et anciennement au Front national, et qu'ensuite, ils ne tiennent pas compte des voix qui se sont reportées sur leur candidature pour du coup faire des modifications au niveau de leur programme, est-ce que ces partis, est-ce que ces hommes et ces femmes vont avoir le courage de reconnaître que c'est ceux qui créent à la fin des gens qui ne veulent plus faire barrage au Rassemblement national, et c'est ce qui crée aussi la montée de cette extrême droite. Donc à un moment donné, est-ce que Madame Marceau, comme je l'ai interpellée dans le communiqué, va être la première femme politique à dire oui,
ce vote m'oblige, pas comme le président Macron qui dit ce vote m'oblige, virgule, et je ferai mon programme, je ne tiendrai plus compte de ces voix qui se sont reportées sur ma candidature. Est-ce que vous allez avoir le courage de dire je vais faire des modifications parce que ce vote m'oblige? Moi, c'est la question que j'ai envie de poser. Monsieur Martin, quand vous entendez Madame Balu et Madame Marceau échanger, qu'est-ce que vous inspire ces négociations? Vous m'avez parlé hier, vous parliez de tambouille politique. Je crois que Jordan Bardella a parlé d'alliance du déshonneur. Dites-moi, quel est votre sentiment sur ce... Alors, avant toute chose, à l'écouter, on a l'impression que Madame Marceau défend les agriculteurs depuis 7 ans. Ils n'ont pas l'air au courant. Parce qu'en janvier, il me semble que c'est une des premières, un des premiers soulèvements de cette taille-là de la part des agriculteurs. Donc il y a une vraie grogne qui monte. Donc dire qu'on a tout fait pour les agriculteurs, c'est soit mentir, soit être aveugle. Je n'ai absolument pas dit tout. Donc vous auriez pu faire plus, merci. Mais toujours, on peut toujours faire plus et mieux, bien sûr. J'ai été assez déçu, mais comme tout le monde, et je pense qu'en premier lieu, les électeurs, je pense que faire des tractations... Vous étiez sur les barrages en janvier, février faire le jeu des... faire des tractations à cette échelle-là, c'est mépriser les électeurs. Parce qu'en fait, si un électeur veut faire barrage à ce qu'il considère comme étant l'extrême droite, il est assez grand pour le faire, il n'a pas besoin qu'on lui donne des consignes pour le faire. S'il souhaite le faire, qu'il le fasse. Les sondages ne semblent pas montrer qu'il y ait quelque chose de très clair chez les électeurs de gauche dans ce sens-là. Je précise que M. Joby comme M. Lelièvre n'ont souhaité donner aucune consigne de vote pour ce second tour. Je les ai eus au téléphone. Nous avons eu des... Alors, pardon, pas M. Joby, mais nous avons eu des échanges très très cordiaux où effectivement... il m'a dit je voterai selon ma conscience. Je lui ai dit mais je ne peux pas en demander plus. Et je ne demande rien à personne de plus, je n'appelle pas de voix, c'est du marchandage. J'attends juste à ce que les citoyens votent en leur âme et conscience pour ce qui leur semble être le mieux pour leur intérêt, leur région et leur pays. Justement, Madame Marceau, vous considériez que Madame Balu n'était pas dans l'arc républicain. Aujourd'hui, vous êtes en train de... Alors, la question m'était posée et j'ai répondu par l'affirmative. Je ne l'avais pas formulée comme ça. Donc, je tiens comme elle dit. Non, mais j'ai répondu par l'affirmative. Par contre, j'assume. Vous m'avez dit clairement, je suis la seule candidate avec Didier Joby à faire partie de l'arc. Vous m'avez posé la question et j'ai répondu. Mais cela dit, j'assume complètement ma réponse par l'affirmative. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, là, il y a des électeurs qui nous regardent et ils ont envie de voir effectivement qui porte quoi, c'est sûr. Mais moi, je vais vous dire, j'ai peur pour la France et j'ai peur pour mon territoire. Et beaucoup de mes concitoyens nous le disent aujourd'hui, de nos concitoyens d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a eu des gens courageux en Charente pour dire « tu es arrivé seconde, on votera pour toi et on appelle à voter pour toi ». Et d'ailleurs, ça a été mis aussi dans la presse. Donc moi, là-dessus, j'ai rien d'autre à dire et je suis assez d'accord qu'on n'est pas propriétaire de nos voix. Je crois que les gens sont assez conscients pour voir les enjeux. Monsieur Glucksmann rappelait encore hier soir à faire ce barrage. Donc Monsieur Mélenchon a été très clair il y a quelques jours. Tous les responsables du nouveau Front populaire au national et les responsables locaux charentais me l'ont dit, me l'ont appelé ou l'ont écrit dans la presse. Moi, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. On prend ses responsabilités pour laisser ce territoire aux mains de quelqu'un qui ne le connaît absolument pas, qui dit que je ne défends pas l'agriculture, mais qui n'était pas sur les barrages lui-même en janvier, février. Enfin, voilà, je veux dire, on ne peut pas être plus clair. Moi, ma seule préoccupation, elle n'est pas pour ma pomme, elle est pour cette circonscription, ce territoire, ouvert sur le monde et qui n'a pas besoin, effectivement, d'idées rétrogrades, évidemment. Justement, Monsieur Martin, on ne vous connaît pas sur le territoire. Est-ce que, justement, il y a quelque chose d'intéressant ce qui s'est passé sur l'arc républicain. Il y a une semaine, l'arc républicain, c'était le centre. Maintenant, l'arc républicain, ça incorpore la gauche. L'arc républicain, ça fait très longtemps que c'est un débat éculé. Il y a c'est ce que j'ai pratiqué depuis 7 ans sur le territoire. J'ai travaillé avec la gauche et la droite. Sur ça, il dit oui, Marine Le Pen, elle est républicaine. Donc il n'y a pas. Quand on voit qu'un concept est aussi mouvant que ça et qu'il permet de s'arranger selon les tractations politiques, on se dit que ce concept ne tient pas à grand chose. Donc
c'est risible, et puis ça marche pas avec les Français, ça marche pas avec les Charentais, on le voit Ça clairement marche avec les Charentais. dans les votes. Ça marche Oui, avec les ils l'ont Charentais. d'ailleurs montré au premier tour. Hein. Eh ben, je suis deuxième. Respectez un petit peu mes électeurs aussi. Merci. Donc ils ont voté majoritairement en dehors de l'arc républicain. Enfin, la semaine dernière, ça aurait été en dehors de l'arc Moi, républicain. ce que je peux vous dire, c'est que j'ai travaillé depuis 7 ans avec le Nord et le Oui, Sud. vous vous servez de avec- complexes éculés qui n'ont plus avec- aucun sens et qui ne font C'est pas plus des promesses, les faits sont là. Mon bilan en témoigne. Vous pouvez aller regarder mon bilan. Parfait. Ouais, 58 Monsieur amendements, c'est Martin, beau ça est-ce que aussi. vous pourriez vous présenter aux électeurs Quand on charentais? connaît pas le Vous travail avez fait, parlementaire, on c'est quoi se tait. votre parcours professionnel politique Alors en quelques mots? je suis issu de la vie civile, et c'est vrai que c'est assez curieux de voir que les reproches sont suivants. Voilà, on reproche à Jordan Bardella d'être purement issu de la politique, de jamais avoir travaillé. Moi, on me reproche peut-être d'avoir trop travaillé et pas avoir fait assez de politique. Donc j'ai un parcours, j'ai fait ce qui me semblait être le mieux pour moi à une époque. Donc j'ai été officier de marine marchande, donc j'étais ingénieur. Et puis c'était un métier très, très dur, très éprouvant. Et effectivement, il y a eu des changements dans le milieu qui ont fait que j'ai préféré revenir à terre. Et je suis allé vers un emploi de bureau. Et puis, en fait, je me suis dit à un moment donné, je rêve d'une chose depuis que j'ai 7 ans, et je vais aller au bout de mon rêve, parce que je ne veux pas revenir sur ma vie à un moment donné en me disant j'ai pas fait mon rêve. Et donc, je suis allé au bout de mon rêve. Et puis, à un moment donné, effectivement, il y a l'histoire de se dire... Quel était votre rêve? Diriger un opéra. Voilà, donc vous êtes devenu chef d'orchestre. Exactement. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il est vrai, comme l'affirme Le Monde le 24 juin dernier, que vous avez été embauché par Antoine Valentin à Politicae, qui est la nouvelle, le nouveau projet politique de Pierre-Édouard Stérin. Donc Pierre-Édouard Stérin, patron Alors, c'est inexact. de Smartbox. Vous allez y revenir. Oui. Juste patron de Smartbox, milliardaire exilé fiscal depuis 2012 en Belgique, également catholique traditionnel, anti-IVG notamment, etc. Est-ce que vous appartenez à Politicae? Alors, juste avant de répondre si j'appartiens à Politicae, Politicae n'est pas le projet de Pierre-Édouard Stérin. Politicae est le projet d'Antoine Valentin, qui effectivement m'a engagé pour aider. Alors, le but de cet organisme, c'est d'accompagner les maires dans leur campagne. Alors, c'est quand même Pierre-Édouard Stérin qui est derrière ce projet. Pierre-Édouard... Qui l'accompagne, c'est possible, mais c'est pas lui qui a créé le projet. Mais voilà. Moi, j'ai jamais rencontré Pierre-Édouard Stérin, je ne le connais pas. Juste pour terminer sur votre présentation politique, Pierre-Édouard Stérin, un de ses proches, c'est Alban Durostu, qui est ce monsieur qui a appelé Éric Ciotti quand il a été esseulé après son choix de se rapprocher du RN, et qui a dit s'il te manque des candidats, nous en avons. Est-ce que vous êtes issu de cette branche-là? Absolument pas. Moi, je connais Éric Ciotti parce que j'ai été collaborateur parlementaire d'un proche d'Éric Ciotti, et que du coup, j'ai rencontré les autres collaborateurs parlementaires, et par voie de conséquence, Éric Ciotti, mon député, c'était Antoine Vermorel-Marquez. Il faisait à la question... Oui, exactement. Qui a fait un bon score au premier tour. Je lui souhaite le meilleur. Et donc lui, il organisait ce qu'il appelait des petits déjeuners de l'écologie, puisqu'il est partisan d'une écologie de droite, au sein de la questure. Et c'est lors de ces entretiens-là que j'ai pris connaissance avec Éric Ciotti, que j'ai sympathisé. Et comme je m'entendais très très bien avec son collaborateur parlementaire, qui maintenant est candidat également, j'ai appris à connaître M. Ciotti. Il a appris à me connaître, et il a pensé à moi. C'est pas le fait que je sois un proche de Pierre-Édouard Stérin, je le connais pas. D'accord. Donc vous êtes non encarté, LR, on est d'accord? Je suis issu des LR, mais non, je n'ai pas ma carte. Pas encarté. Mais je ne suis encarté nulle part. Et vous êtes RN compatible, par contre, est-ce que vous disiez? Est-ce que c'est... Le terme est gênant, c'est plutôt le... Non, mais non. C'est simplement que le RN n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a quelques années. Et, mais donc assumez. Assumez, monsieur. La main tendue par Éric Ciotti. Respectez vos électeurs, assumez. La main tendue par Éric Ciotti, elle est très claire. Elle est de dire, il y avait peut-être un moment où il fallait franchir le Rubicon. On considère que le Rubicon, c'est le RN qui l'a franchi, et donc on lui tend la main. Et le but est avant tout de dire à Macron, stop, c'est n'importe quoi. Et la droite a une expérience de ce que c'est que de tenir un pays. Le RN a de fait aujourd'hui la capacité de porter les aspirations des Français. C'était une
c'était une chance, c'était une concordance d'intérêts qui fait qu'aujourd'hui, il y a une chance réelle qu'on ait la droite au pouvoir. En quoi ce parachutage, non, vous avez été très critique, surtout vous, Madame Marceau. Pareil, j'étais à l'hôtel, d'ailleurs. C'est vous qui l'avez dit. C'est problématique, selon vous. Mais d'abord, moi, je veux revenir... Pardon. Non, mais allez-y. Je veux revenir sur le territoire. Le territoire par excellence qui n'a pas besoin des idées absolument renfermées, notamment sur le plan économique. Mais c'est pas une question de parachutage, c'est plutôt une question de programme et de... le parachutage, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est un mauvais parachutage, déjà. Si on parachute quelqu'un qui défend les idées du RN, qui sont sur le protectionnisme économique, par exemple, sur une circo qui vit sur l'ouverture sur le monde, en tous les cas, c'est mon argument principal et je crois que c'est ce que les citoyens doivent comprendre. Ça veut dire que c'est une grosse erreur de parachutage. C'est en ça qu'il y a aussi les critiques. Vous en pensez quoi ? Alors, c'est toujours compliqué parce qu'on peut parler de parachutage ou pas, de connaître ou pas le territoire. Moi, pour le coup, je pense que quand on est honnête, quand on arrive à identifier des causes, quand on essaie de travailler avec tout le monde, honnêtement, je vais peut-être vous choquer, mais je ne pense pas que quelqu'un qui vienne de l'extérieur puisse mal faire son travail à partir du moment où il s'investit et où surtout il écoute tous les partis pour essayer de trouver des solutions qui fassent consensus. Donc en fait, on peut très bien connaître un territoire. Quand j'entends que du coup, la crise agricole, est-ce qu'on est allé sur les barrages, etc. Moi, j'y suis allée sur les barrages avec la Confédération paysanne, mais entre le constat qu'on fait à l'identique, que ce soit la coordination rurale, la FNSEA, la Confédération paysanne, on fait le même constat sur la misère des agriculteurs. Pour autant, les solutions qu'on propose sont à l'opposé total. Moi, je ne pense pas, et la Confédération paysanne ne pense pas, que par exemple de pouvoir mettre 2 fois plus de pesticides, ça ramène du revenu, parce que c'est faux. Je ne pense pas qu'il faille continuer à donner des petites aides, etc., pour soutenir une filière. Je pense qu'il faut que le revenu du paysan soit assuré par son travail et pas l'interdiction qu'il puisse vendre ses production en dessous de son coût de revient, ce qui semblerait délirant à n'importe quel autre chef d'entreprise. Quel autre chef d'entreprise serait là et à qui on expliquerait « Oui, tu vas produire des chaussures, mais t'inquiète pas, on va te les acheter en deçà de ton coût de revient. » Enfin, c'est de la folie totale. Donc, donner des primes, des machins, nana. Donc, vous voyez, on peut être sur des barrages et pour autant ne pas proposer les bonnes solutions. On peut se déplacer de ferme en ferme et pour autant ne pas voter des lois qui vont améliorer la vie des paysans qu'on est allé visiter. C'est absolument faux. Donc, on a tous un avis différent là-dessus. Moi, juste, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça juste triste. Je trouve ça juste triste parce que ce soit pour les agriculteurs, que ce soit pour les artisans, etc., tout ce qu'on nous reproche, nous, alors LFI, etc., le courant un petit peu plus dur de la gauche, mon Dieu, la seule chose qu'on me propose, c'est de dire il faut arrêter avec le libéralisme. Il faut arrêter de dire qu'il faut constamment faire des exonérations aux plus riches pour que ça soit redistribué sur les plus pauvres. En fait, depuis 60 ans, que tous les blocs politiques se sont succédés, la seule chose sur laquelle ils n'ont jamais failli, c'est de dire ce monde est comme ça et c'est comme ça que ça fonctionne et il faudra toujours donner aux plus riches pour imaginer qu'ils redistribuent aux plus pauvres. Et moi, je suis juste triste parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui votent. On a rencontré énormément de gens sur les marchés, des gens qui vivent de minima sociaux, etc., des gens qui n'arrivent pas à trouver de boulot, des gens qui nous expliquent que, par exemple, pour la vigne, ils ne peuvent pas aller travailler dans les vignes parce que s'ils travaillent pendant 3 mois ou 4 mois, après, leurs allocations au chômage sont en constante diminution et qu'ils ne peuvent pas louer un appartement parce qu'on leur demande 3 fois le montant du loyer. Et quand j'entends que, du coup, le seul programme qui est proposé par le libéralisme, c'est de dire on va supprimer les aides, on va diminuer le chômage pour forcer les gens à accepter ces postes-là, je trouve ça lamentable. Donc voilà, c'est juste que la gueule de bois, elle va être sévère et qu'à un moment donné, on nous traite d'extrémistes. Mais la seule chose qu'on dit, c'est il faut redistribuer. De l'argent, il y en a en France et il faut redistribuer ça. Et si les gens pensent que ils vont avoir plus d'aides, etc. Si les gens pensent qu'en enlevant les aides données aux étrangers, on va leur redistribuer, eh ben non. Voilà, c'est toujours un programme libéral. Donc voilà, moi je suis juste triste pour les Charentais et les Charentaises. Alors d'un côté, vous avez l'air au départ de défendre la candidature de monsieur, je suis extrêmement choquée. Non, et de notre côté, vous faites le lien. Moi, je n'ai jamais voté pour supprimer les aides aux étrangers. Je pense que vous le savez, il faut être honnête intellectuellement. Là, je parle du Rassemblement national. Bah oui, sauf que vous n'avais pas précisé dans vos propos et vous faites un mélange des genres qui est dramatique. Non, je suis en train de répondre à la question sur le fait du parachutage. Je dis juste que... Franchement, j'ai participé à tous ces débats et j'ai été tellement surprise de voir la médiocrité des attaques. Alors moi, j'entends la candidate d'Extinction Rebellion, les machins, nana. En fait, c'est pas moi non plus qui l'ai dit. Mais c'est pas grave. Mais je trouve ça d'une tristesse, honnêtement. Hein. De pas travailler vraiment sur le fond, de pas dire vraiment aux gens ce que les partis votent
à l'Assemblée nationale pour qu'ils soient éclairés au niveau de leur choix, de ne pas avoir cette information claire, je trouve ça vraiment mais d'une tristesse incroyable. Monsieur Martin, vous êtes d'accord avec Madame Balou? Difficile de ne pas être d'accord. Tu m'étonnes. Encore une fois, les choses peuvent aller dans mon sens ou non. Et à un moment donné, il y a la vérité qui s'impose à nous. Et je ne vois pas ce que le fait de venir du Périgord, de Normandie ou d'ailleurs peut présupposer de l'envie qu'on a de s'investir pour les gens dont on a reçu le pouvoir, dont on a reçu la charge. Député, c'est une responsabilité avant tout. Et je présupposais de mon dilettantisme ou de mon envie de m'investir pour ma terre, parce que la France, ça reste ma terre, je trouve ça au mieux méprisant, au pire stupide en fait. Moi, j'ai fait le lien avec le territoire. Hein. Oui, moi je faisais aussi le lien avec le territoire parce que malgré malheureusement tout ce que vous dites, Monsieur Martin, enfin voilà, vous êtes investi par un parti qui vote aussi toutes les lois antisociales, etc. Donc franchement, on ne peut que s'en inquiéter. On ne peut que s'en inquiéter. Donc après, vous pouvez avoir un discours sûrement de bon cœur sur pas mal de problématiques, mais en fait la question c'est quand votre parti va vous demander de voter des lois comme ça contre la justice sociale, contre du coup la misère sociale, que ce soit les étrangers, pas les étrangers, enfin, et surtout de ne pas voter de lois qui imposent aux plus riches de redistribuer la richesse. Ça va toujours être comme ça en fait, ça va toujours comme ça. Donc là, actuellement, on va nous dire oui, bah, c'est la faute des étrangers, donc il faut prendre les aides et du coup les redistribuer sur les Français. Ok, mais après, vu qu'on ne prend pas aux plus riches, qu'est-ce qui va se passer? Après, on va nous dire quoi? C'est la faute des chômeurs. Il faut aller prendre aussi l'argent qu'on donne aux chômeurs pour le redistribuer. Et après, quel autre bouc émissaire on va trouver? Enfin, on ne va jamais sortir de ce système tant qu'il n'y aura pas un arrêt de ce libéralisme. Tant qu'il n'y aura pas un travail qui est soutenu, des aides qui sont déployées sur les gens qui travaillent, etc. Et une justice sociale et soutenir les gens qui ne trouvent pas de travail. Parce qu'on nous dit, oui, moi j'ai entendu tout le long de cette campagne, ah les gens ne veulent pas travailler. Mais enfin, on fait des mathématiques quand même. On est allé à l'école. On sait faire des soustractions. Quand il y a 3 millions de chômeurs et qu'il y a du coup, mais combien de postes ne sont pas pourvus? C'est quelques centaines de milliers qui ne sont pas pourvus de postes. On est capable de comprendre qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde, parce que les usines délocalisent, parce qu'elles font de l'optimisation fiscale, et qu'après ces gens-là, on ne leur demande pas de rendre cet argent. Mais c'est du délire. Les entreprises du CAC 40 qui ont l'année dernière, mais attendez, juste un truc, qui ont fini l'année en reversant 140 milliards de dividendes, et en sachant que nous, Français, Françaises, on a donné 70 milliards pour ces entreprises, mais elles peuvent juste finir l'année à 70 milliards et nous laisser ces 70 milliards pour les redispatcher pour nos services publics. Voilà, donc on prend en compte les territoires, on nous donne des grandes formules, et puis il y a encore là, à la rentrée, des classes qui vont fermer, etc. Donc il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter d'aller chercher l'argent dans les services publics, etc., dans le quotidien des gens, et aller le chercher sur les grandes entreprises. On va revenir sur les programmes après, juste pour conclure sur cette partie parachutage. Juste, du coup, est-ce que vous avez prévu de vous installer en Charente encore une fois, j'ai été collaborateur d'un député assez exemplaire qui arrivait à Paris le mardi matin, qui faisait les QAG, les travaux parlementaires, qui faisait la commission le mercredi. Il avait même le temps de faire des missions d'enquête et il repartait le mercredi soir en circonscription. Ce rythme me paraît excellent. Et donc, il est évident, enfin, c'est même pas une promesse, c'est une évidence, qu'à partir du moment où on est élu en circonscription en province, ça n'a... Mais encore une fois, je ne suis pas parisien. Je suis parisien pour le travail. On dit pas Vous avez province commencé déjà. à regarder les annonces immobilières? Alors, j'ai pas eu besoin, figurez-vous, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens assez formidables sur le terrain qui m'accompagnent et qui m'aident. J'ai déjà eu quelques petites, je dirais pas des coups de cœur parce que ce serait trop dur, mais effectivement, on m'a parlé de certains villages qui étaient particulièrement intéressants pour vivre et s'y installer. Le marché du logement est quand même assez tendu dans la deuxième circonscription. J'ai dit que c'était beau, j'ai pas dit que ce serait facile. On revient rapidement sur le premier tour. On a vu que le Rassemblement national, LR/LR, avait performé partout, ne laissant que les miettes à ses adversaires.
Madame Balu, vous êtes en tête dans seulement 8 communes Alors moi, je suis de la circonscription. Madame Marceau. J'ai dit Madame Balu Oui. Madame Marceau, excusez-moi. Madame Balu, vous êtes à côté, c'est compliqué des fois. Madame Balu, vous, c'est dans 4 communes. Ah oui, spécial dédicace à Rio Martin. On va peut-être demander l'asile politique. L'arrivée le premier, c'est pas très loin, c'est un Et champ. Anna Bino aussi. Vous avez parlé toutes les deux de hold-up. Dès le soir c'est assez marrant, vous étiez pourtant loin Et l'une de pourtant, on l'autre. s'est pas raccordé. Et on ne s'est pas raccordé. De hold-up. Pourquoi hold-up? Parce qu'on revient sur le parachutage. Alors moi, je parlais de hold-up mental, parce que sur les marchés, en fait, le discours que j'ai entendu, voilà, comme je vous dis, ça m'a peiné. Moi, il y a eu des gens, je suis allée par exemple discuter avec des gens au niveau dans les logements sociaux qu'il y a à Jarnac, et j'ai discuté avec un groupe d'hommes qui étaient dehors, qui nous expliquaient qu'ils galéraient pour avoir un logement, etc., que du coup ils galéraient pour avoir du travail, enfin qu'ils avaient beaucoup de problèmes de santé, etc., qu'ils ne pouvaient pas se soigner au niveau dentaire, etc., enfin c'était vraiment très compliqué, et qui me disaient, alors ils ne parlent pas de Bardella, mais ils me disaient, voilà, heureusement nous on va voter Marine Le Pen, parce que du coup elle va nous trouver un logement social, et puis elle va nous aider à trouver du travail, et puis parce que du coup elle va prendre l'argent qu'on donne aux immigrés pour du coup le redistribuer sur nous, quoi. Donc voilà, donc en fait pour moi c'est un hold-up mental, parce que c'est pas ça, mais on en revient toujours même. Moi je fais un appel là pour le coup aux médias et à la Charente Libre. Quand est-ce qu'on aura un média qui nous fera un point d'information, un bulletin météo, comme un bulletin météo, juste pour nous dire chaque semaine les votes qui ont été faits à l'Assemblée, ce que tous les partis ont voté. Voilà. Quand est-ce qu'il y aura un suivi par rapport à ça qui pourra informer la population? Parce qu'on ne peut même pas reprocher aussi à des gens qui sont dans cette détresse-là de ne pas prendre le temps d'aller sur le site de l'Assemblée nationale, de vérifier, etc. Donc pour moi, c'est un hold-up mental, parce que les gens n'ont pas cette information, ils ne sont pas éclairés, de gré ou de force, et du coup, ils votent pour des partis parfois qui peut leur donner, les paroles sont là, hein, mais les actes... Hold-up mental, ou il a vraiment braqué la banque? Pas plus de... Je suis plutôt sur la ligne de Madame Balu, et sur le site de l'Assemblée, et sur le fait de consulter. C'est aussi le rôle des parlementaires, et ça n'est pas facile, mais c'est le rôle des parlementaires de faire aussi leur bilan. Donc moi, je faisais un bilan hebdo, je faisais un bilan, une newsletter tous les mois et demi, 2 mois, et une lettre mensuelle, une lettre annuelle dans les boîtes aux lettres. Le problème, moi, c'est plutôt qu'on est noyé sous les informations en tant que citoyen, et c'est de faire effectivement le tri. Et quand on est métro, boulot, dodo, et quand on est dans un département où les déplacements sont extrêmement longs entre chez soi souvent et le travail, par exemple, c'est vrai que c'est assez difficile. Et puis le hold-up, il est globalement, oui, sur une forme de communication extrêmement agressive qui joue sur la division des gens. Les gens aujourd'hui se jalousent beaucoup, ne se regardent pas en disant je peux peut-être t'aider, je peux essayer de comprendre. Et moi, j'ai été confrontée... Et vous, en tant que sortante, vous n'avez aucune part de responsabilité dans cette... j'ai pas dit le contraire. Je vous dis justement qu'on participe à donner... Nous, on fait notre bilan, mais si vous voulez, on n'a pas d'obligation. Donc moi, je fais mon bilan, et je sais que, par exemple, la Poste, dans 20% des communes, ne distribue jamais. Alors que je le payais avec l'argent de l'Assemblée. Mais évidemment que c'est collectif. Non, mais justement, ce résultat du premier tour, à votre avis, vous arrivez seconde sur un territoire... Mais j'ai fait plus 3500 voix par rapport à 2022. Oui, mais parce qu'il y a une la participation... tant mieux, mais ça veut dire que... C'est pas proportionnel à la participation non plus. Non, mais ça expliquez comment? Est-ce que c'est votre bilan? Est-ce que c'est vous, Sandra Marceau, ou est-ce que c'est le rejet? C'est plutôt le bilan qui fait que je suis seconde et pas troisième. Après, évidemment qu'il y a une alerte globale nationale. Pour vous, c'est un succès, ce Non, mais je n'ai pas dit ça. Je dis je suis plutôt heureuse d'être deuxième et pas troisième. Et ce que je veux dire que je n'ai pas dit tout à l'heure, j'aurais été troisième, j'aurais fait comme Gwenaëlle François. Sans attente, sans critères. Pour que Madame Lebros, qui est votre collègue, je l'aurais fait tout de suite. Je me serais désistée. Voilà ce que j'ai à dire. Mais bien sûr que la responsabilité, elle est collective. Et bien sûr qu'il y a une vague Rassemblement national qui joue sur les divisions et les peurs des gens. Évidemment, mais ce territoire, je ne veux pas que ce soit le territoire de la peur de l'un et de l'autre. Donc voilà, je me serais désistée. Là-dessus, j'ai plus rien à dire, parce que je ne sais plus comment le dire. Mais... Vous, Madame Balu, on a l'impression que, au contraire, la présence de Jean-Luc Mélenchon, la présence notamment sur vos professions de foi, dont la seule photo affichée était la sienne, a servi aussi de repoussoir. Mais de toute façon, comme je le disais au démarrage de cette émission, je pense que tant qu'on n'aura pas une moralisation réelle de la vie politique, tant que les gens ne diront pas réellement les choses, et tant qu'on ne sortira pas de ces jeux médiatiques,
parce que moi, je me suis retrouvée à des réunions voilà, où il y a des élus qui sont du coup du centre-gauche, qui disent oh, mais attention, c'est peut-être une éco-terroriste, attention, elle est investie par LFI, etc. Il n'y a pas de travail de fond qui est fait sur les candidatures, ce que les gens portent, le travail qu'ils font depuis 10 ans, etc. Et à chaque fois, il se passait toujours la même chose. Après, on discutait, après, ils me disaient ah non, finalement, on avait peur pour ceci, cela. En fait, il y a un discours qui est très rassembleur, etc. Moi, je travaille pour le collectif. Donc il n'y a pas de souci, ceux qui me connaissent le savent. Donc en fait, tant qu'on ne sortira pas de tous ces petits artifices, alors l'antisémitisme, le machin, le truc, enfin franchement, c'est pour ça que je vous disais que pour moi, j'ai été très étonnée. Oh, allez, c'est reparti. Mais c'est vous qui le dites, Carole. J'ai été très étonnée franchement, de cette médiocrité, je le dis, de ne pas être vraiment sur le fond et de rester sur ces. Moi, je ne vous ai pas du tout attaqué là-dessus pendant la campagne. Mais justement, alors sur les petits artifices, etc., vous, du coup, ça serait plutôt porté par l'image de Jordan Bardella, qui, lui, cartonne sur les réseaux sociaux, sur notamment TikTok, qui est véritablement devenu le média d'information pour la jeunesse, etc. Est-ce que vous êtes porté, vous, par cette vague ? Est-ce que c'est pour ça qu'on a voté pour vous, ici, dans le Sud-Charentais et dans l'Ouest charentais ? On n'a pas vu son visage sur les professions de foi. On voyait celui de Jordan Bardella. Non, effectivement, oui. Merci de poser la question. J'ai parfaitement conscience d'être d'être le vecteur du porteur du message d'espoir que les Français envoient. Ils votent pour cette union des droites parce qu'elle est porteuse d'espoir, parce qu'ils sont déçus, on le serait à moins, de la politique actuelle et de la politique surtout récente. Et force est de constater que la majeure partie des Français, en tout cas ici c'est 39%, considèrent que l'espoir se situe de ce côté-là. Donc c'est pour ça aussi j'ai un peu de mal avec le terme hold-up parce que j'ai rien volé du tout. Les voix elles sont exprimées par les Charentais et par les Français dans la solitude et dans l'isolement de l'isoloir où personne ne les regarde, personne ne les juge, ils sont face à eux-mêmes et à leur conscience et je pense qu'ils votent bien plus intelligemment qu'on veut nous faire croire qu'ils sont manipulés, qu'ils ont peur, non. Ils pensent cette fois vraiment qu'il y a un espoir de changer les choses. Je pense qu'ils ont raison. Je pense que cet espoir est particulièrement responsabilisant. Qu'effectivement, il va falloir si jamais on a vraiment cette majorité, il va falloir qu'on bosse très dur. Et c'est à la fois prometteur, mais à la fois très responsabilisant, en effet. Justement, on va arriver sur le territoire, ce que vous voulez pour le territoire, chacun. Vous, Monsieur Martin, quelle photographie avez-vous fait pendant ces quelques semaines, ces quelques jours de campagne ? Quelles sont les spécificités de ce territoire pour lequel vous vous présentez ? Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est, je suis navré, son nom m'échappe, qui soutient Madame Marceau, le président du Grand Cognac, monsieur, voilà, absolument, qui dit que quand le cognac va, tout va. Donc c'est pas moi qui le dis, je fais confiance à ce genre de personnes et donc effectivement, quand le cognac va, tout va. Donc principalement, l'économie. Il va pas très bien. Exactement. Et donc, je ne suis pas sûr. Et donc, effectivement, il va pas très bien. Donc, la principale chose à faire, c'est effectivement de s'occuper de ce secteur-là. Mais c'est évidemment pas le seul. Dans le Grand Est, il y a pas de vignes. Donc, il y a... Même si ça infuse une grande partie du territoire, c'est pas le seul. Super, vous parlez du cognac justement. Le cognac, le RN est contre tout accord de libre-échange dans l'agriculture. Le RN, alors que le cognac est quand même un secteur exporté à 90%. Hein. Vous êtes également contre l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, alors que dans les vignes... Pas contre l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, pas du tout. En tout cas... Non. Très bien, mais vous allez vous défendre là-dessus. Vous êtes également, alors, parce qu'il n'y a pas que le cognac, il y a de la polyculture également en Sud-Charente notamment. Vous êtes contre la PAC qui aide beaucoup là-dessus. Mais pas contre la PAC, on a voté contre les montants de la PAC. Encore une fois, et je reviens sur ça. Effectivement, c'est très intéressant d'avoir un média qui nous résume les votes, mais il faut aussi qu'il résume le contenu des votes et la motivation des votes. Le vote contre la PAC, c'est pas un vote contre la PAC, c'est un vote contre les montants de la PAC. Non, mais concrètement, vous disiez le cognac, quand le cognac va, tout va, le cognac va pas très bien en ce moment, vous proposez quoi concrètement ? C'est en interdisant le CETA, par exemple, que les choses vont s'arranger. Pourquoi ? Notre premier client pendant un certain temps, ça a été les États-Unis. On n'a pas d'accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc les accords de libre-échange ne résolveront jamais tout.
Ce sont des facilitateurs qui... C'est pas ce que disent les professionnels de la filière qui, par exemple, sur le conflit qui l'oppose à la Chine en ce moment, se disent qu'il y aurait un traité. Oui, mais encore une fois, qu'il y ait des possibilités d'échange, c'est une chose. Qu'il y ait une systématisation des accords de libre-échange, c'en est une autre. Encore une fois, avec les États-Unis, on n'avait pas d'accord de libre-échange, c'était notre premier client. La Chine, il y a une guerre douanière, mais je ne vois pas ce qu'un accord de libre-échange changerait si on ne change pas notre position sur ce qu'ils font. Donc, en fait, on peut faire des tractations entre États sans tout généraliser par un accord de libre-échange. Je prends un autre exemple. On fait en France du biocarburant à partir du colza. Une majorité du colza qu'on fait, c'est du colza transgénique qui nous vient d'Australie, super vraquier. Donc il y a un moment, tout n'est pas résolu par les accords de libre-échange, il faut les renégocier et il faut s'assurer de leur application réelle. D'accord, mais sur la viticulture, parce qu'en plus on ne peut ignorer qu'actuellement aux États-Unis, il y a une élection qui est en cours, une élection nationale, qui risque de changer un petit peu la donne également. Quelles sont les propositions concrètes que vous faites pour le territoire, pour ces viticulteurs, pour ces paysans ? C'est un peu compliqué en tant que potentiel futur député de me demander comment je peux orienter la politique extérieure de la France. Puisque ces choses-là dépendent de la politique extérieure. Emmanuel Macron a rencontré le président chinois au mois de janvier. Apparemment, il n'y en a rien de concret qui ressort. Au mois de mai. C'est vrai. Dans le premier semestre, pardonnez-moi, il n'y a pas eu grand-chose de merveilleux sur ça, mais je ne comprends pas comment ça peut être mis, puisque j'ai vu un article du mois d'avril qui parlait d'une rencontre au début de l'année. Mais bon. C'est tout mois d'avril. Non, l'enquête a démarré au début d'année. L'enquête de la Chine. Très bien, et donc il faut gérer des relations avec la Chine, il faut gérer des relations avec les pays qui sont nos principaux consommateurs, mais encore une fois, il y a des choses qui peuvent être faites, mais à ce niveau-là, c'est de la politique extérieure. On peut tenter de faire des choses, mais si les Américains et les Chinois refusent d'acheter du cognac, ça se règle à un niveau haut. Le député a son rôle à jouer, Madame Marceau. J'ai pas arrêté, on va dire, mais vous avez... Il faut faire tout ce qui est dans notre pouvoir, c'est-à-dire que le député, il n'est pas là que pour voter des textes, il est là aussi pour en proposer. Oui, d'ailleurs, je vous ai dit, allez voir sur le site de l'Assemblée. Sur les 2 dernières années, 58 amendements. En fait, le travail quand parlementaire... les premiers sont à plusieurs milliers. Moi, je vous l'ai dit, 58, c'est ce que je faisais en 3 semaines. Donc, je vois pas ce que vous avez fait en 2 ans. En réalité, on peut avoir plusieurs postures, d'ailleurs, qui étaient la mienne. C'est-à-dire que les Français savent qu'on croule sous l'administration. Et voilà. Et ça vient des amendements. Du nombre d'amendements. Donc moi, je préfère travailler avec le territoire et les acteurs, écrire un amendement qui soit bien coordonné et concerté, et voilà. Et puis après, il y a toute la technique et il y a les choix à faire. Puis quand on est dans un groupe d'opposition et quand on est dans un groupe majoritaire, c'est pas le même travail. Exactement. Mais Monsieur Jean-René Cazeneuve, on est à 900. Monsieur Jean-René Cazeneuve, est-ce que vous pouvez me répéter votre question ? Oui. Donc sur le travail parlementaire, au-delà d'écrire des amendements qui viennent empiler et d'ailleurs qui vont à l'encontre de la simplification administrative. Par exemple, j'étais membre, pardonnez-moi, du groupe d'amitié France-États-Unis. Donc il faut absolument que le parlementaire soit présent dans ces réseaux officiels de l'Assemblée nationale. Et dernièrement, on avait rencontré la Chambre des représentants et les représentants qui sont venus à l'Assemblée nationale il y a 1 mois, en fait. Et l'idée, c'est qu'on parle aussi justement de ces sujets, parce que le risque, c'est que les 2 pays se ferment. Les États-Unis n'étaient pas le premier, c'est toujours le premier marché du cognac, et encore heureux. On l'espère que ça va le rester. Et donc, il y a tout un travail, j'ai envie de dire, de rencontres off et aussi de mobilisation des députés européens. Je tiens à dire qu'avec le visage des députés européens français, tout partis confondus, une grosse inquiétude d'ailleurs de l'agriculture charentaise, du cognac, mais pas que, c'est qu'il n'y a aucun député français, avec ce qui a été voté, qui représente l'agriculture au Parlement européen. Aujourd'hui, ils cherchent des contacts dans les autres pays. Donc, il faut voir aussi les changements, ce que ça donne. Donc, voilà, on est là pour faire aussi de la relation, pour mobiliser. J'ai écrit, évidemment, et j'ai fait le lien avec tous les ministres. Et j'ai mobilisé tout. Et la filière le sait très, très bien, d'ailleurs. Et il m'en remercie ouvertement, d'ailleurs. Donc, voilà. Madame Balu, quelles sont les priorités que vous avez ciblées sur le territoire où... Bon, il y a l'agriculture, bien sûr. Est-ce qu'il y en a d'autres ? La santé, le logement, la mobilité. La première mesure, de toute façon, qu'on avait ciblée, c'était sur le revenu paysan. Voilà, parce qu'effectivement, je sais, cognac, il n'y a pas de souci. Hein.
c'est très bien, mais en fait, quand on sort du Grand Cognac, il y a des villages où les écoles ferment, etc., où les gens vivent dans un état de pauvreté qui est extrême, couplé au fait qu'il y a quand même en milieu agricole, il y a cette retenue et cette pudeur de ne pas vouloir dire qu'on n'a pas d'argent, etc. Donc, couplé à ça, la paupérisation, elle est vraiment terrible sur le territoire, sur la deuxième circo. Donc, nous, la première mesure, ce serait de travailler sur le revenu paysan. Voilà, tout simplement. Il faut travailler sur le revenu paysan. Et après, il faut travailler sur les services publics. Mais enfin, je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit. Les dotations aux collectivités n'ont de cesse de baisser. Elles n'ont de cesse de baisser, car si on ne va pas chercher les budgets de fonctionnement, si, n'ont de cesse de baisser. Donc du coup, ça fait des employés en moins, etc. Tant qu'on n'ira pas chercher l'argent là où il est, qu'on ne le redistribuera pas, ça continuera. On arrive sur la fin. Avant de conclure, on a des lecteurs qui ont des questions à vous poser. Voilà, alors je ne sais pas si en région on peut les envoyer. On a Fiona, on a... Alors moi je m'appelle Fiona, je suis étudiante en première année de langue à Bordeaux et alors je suis en recherche d'appartement et aujourd'hui... Alors moi je m'appelle Fiona, je suis étudiante en première année de langue à Bordeaux et alors je suis en recherche d'appartement et aujourd'hui c'est très compliqué pour moi de trouver un appartement car les conditions d'accessibilité sont plutôt compliquées. Alors j'aurais aimé savoir si vous aviez quelques solutions pour les étudiants non boursiers qui recherchent des logements. Qui veut répondre à cette question de Fiona du coup ? C'est quoi les solutions pour le logement? Alors, des étudiants. Mais en fait, on en revient toujours même, quel que soit, vous savez, dans ce pays et dans ce territoire, quel que soit le fil qu'on déroule de quelque pelote que ce soit, c'est l'argent en fait. À partir du moment où du coup on laisse faire de la spéculation immobilière, etc., à partir du moment où on ne taxe pas ça, qu'on n'encadre pas ça, ça crée ça. Voilà, donc là on parle du logement étudiant, on peut parler des sociétés privées désormais qui gèrent les logements étudiants, etc., qui rajoutent des critères, qui du coup font de la spéculation dessus, qui font juste de l'investissement, mais comme pour les EHPAD, comme pour tout en fait. Donc à partir du moment où on ne taxe pas cette manne financière et qu'on ne l'encadre pas parce qu'on n'a pas une vraie politique de redistribution, et ben ça continuera. Parce comme les Airbnb, comme tout en fait. On peut en effet parler du logement étudiant, mais on peut parler de ces cœurs de bourg qui vous ont tant séduit dans le Sud-Charente ou dans le Grand Cognac. Ces cœurs de bourg sont de plus en plus difficiles d'accès à la location. Alors pas partout. Pas partout. Sinon on est quand même... Parce que la circonscription est quand même... assez diverses en réalité. Oui, mais quand vous n'êtes pas... Non, mais je vais vous répondre. On a des grands plans qui sont mis en place depuis 6-7 ans et la Charente, elle est vraiment bercée par ces politiques publiques. Je voudrais vous parler d'Action Cœur de Ville sur Angoulême, où il y a une grande partie de cofinancement pour du logement étudiant, parce que ça concerne quand même plus Angoulême et le Grand Angoulême, même s'il y a évidemment des étudiants dans les CFA, à Cognac, à Barbezieux, à Chasseneuil, si je ne me trompe pas. Et donc, en réalité, petit à petit, effectivement, on encourage justement, et c'est aussi notre différence, les gens qui veulent acheter des appartements pour faire de la location, à la fois à avoir une défiscalisation dans l'ancien et pas dans le neuf. Parce que ça, c'est important. Il faut revitaliser nos centres de village. Donc ça, c'est une politique publique que j'ai suivie particulièrement pendant 7 ans. Ça commence à porter ses fruits jusqu'à, par exemple, Brossac, par exemple. Il y a une rénovation avec Solia. Donc les acteurs publics sont très mobilisés en Charente, notamment Logélia, Solia, Noalis. Et ils ont des programmes spécifiques là où on va essayer de regrouper les étudiants, par exemple, puisque c'était la question. Après, si elle est vraiment dans une situation d'urgence, il y a, et je veux les saluer ici aussi, le groupement d'intérêt public Charente Solidarité, qui, quand on est dans une situation d'urgence en recherche de logement, je les ai contactés de nombreuses fois pour aider différentes situations. C'est unique en France et c'est en Charente. Elle peut les appeler, ils donneront des pistes pour qu'effectivement elle ait un type de logement ou à partager ou quoi. Ils gèrent surtout les situations d'urgence, mais d'accompagnement des gens qui n'ont pas les infos. Très bien, le temps file. On va peut-être envoyer la deuxième vidéo d'un électeur de Barbezieux. Moi, c'est les retraites par mois, enfin, ce qu'on touche par mois, et qu'est-ce que pensent faire les nouveaux élus qui vont être, bien sûr, au gouvernement. Voilà. Parce que M. Macron a bien promis au départ beaucoup de choses, mais les promesses, oui, mais les réalités, voilà. Donc voilà, monsieur se plaint d'avoir une petite retraite. Il demande qu'est-ce que vous allez faire pour les petites retraites.
maintiens. Monsieur Bardella le pouvoir d'achat était un de vos fers de lance. Bien sûr, et c'est pour ça que, en tout cas, puisque ce serait éventuellement le Premier ministre, le prochain Premier ministre, M. Bardella a été limpide dans sa conférence de presse de la semaine dernière. Il a détaillé les différentes dispositions, c'est-à-dire une retraite possible dès 60 ans pour les carrières longues, donc c'est-à-dire pour les carrières commencées avant 20 ans à partir du moment où elles justifient de 40 annuités, un autre palier à 62 ans, un autre palier à 65. De fait, se pose la question... Il a même parlé 66-67. Voire un peu plus. Si 40 annuités, quand on commence à travailler à 26 ans. Si vous faites des études très longues et que vous êtes un universitaire et que vous commencez à travailler à 30 ans, si vous voulez, je viens d'un régime spécial. Dans la marine marchande, c'est un régime spécial, la retraite est à 55 ans. Sauf que quand vous bossez plus de 90 heures par semaine, et je ne parle même pas des marins pêcheurs qui se tuent à la tâche, quand ils dépassent 55 ans, c'est déjà une belle chose. Donc effectivement, il y a des spécificités à avoir dans les régimes de retraite, et en faire un seul d'un bloc avec une seule date, avec un seul âge, ça n'a aucun sens. D'accord, mais vous le financez comment ? C'est intéressant ça. Je pense qu'il a répondu assez clairement. C'était dans la question sur les 7 milliards qu'on lui a reproché de ne pas avoir répondu. Alors c'est toujours très très intéressant, c'est qu'il a laissé un blanc parce qu'il était en train de noter les questions et ensuite il y a répondu. Je vous renvoie donc sans problème à sa conférence de presse. Moi, je suis désolé, on va devoir conclure. Oui. Mais avant, une dernière question. Madame Bien Ballu, sûr. vous avez promis. Madame Ballu. Vous aviez promis. Alors, je suis donc venue sur ce plateau pour pouvoir dire ce qu'on voulait continuer à dire, à savoir que cette politique libérale est une catastrophe et qu'il faut arrêter ça. Je suis aussi venue dire que pour nous, je suis représentante du nouveau Front Populaire. Donc en cela, bien évidemment que je vais me désister. Je ne serai pas au second tour. Nous ne voulons pas qu'il y ait de voix qui aillent au Rassemblement national pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai dit, pour moi, l'ultralibéralisme a mené le pays dans cette situation, a mené les gens dans cette situation. La seule différence, c'est qu'avec en plus le Rassemblement national, malgré tout ce que les candidats et les candidates peuvent dire, les lois après qui vont être votées vont être des lois liberticides pour ceux qui vont en manifestation, parce que oui, on a quand même le droit d'aller en manifestation sans être taxé d'éco-terroristes, de ceci, de cela. Si c'est pas nous qui allons en manifestation, ce sera nos enfants. Et à un moment donné, on peut avoir le droit de se soulever pour ses droits. Et je n'ose imaginer ce que ça va donner en manifestation avec le Rassemblement national qui sera au pouvoir et qui du coup donnera aussi ses ordres aux forces de police. Donc je pense qu'il faut ne donner aucune voix au Rassemblement national et bien évidemment que du coup je me désiste, mais pour autant je déplore quand même que les 3 mesures qu'on ait proposées à Madame Marceau étaient des mesures qui n'étaient pas démesurées. Je veux dire, ça va, on bascule pas non plus dans l'extrémisme et ça aurait pu vraiment changer la vie des gens. Et j'en appelle aussi à avoir quand même un petit peu de mesure au niveau de l'environnement. Voilà, la qualité de notre air, la qualité de notre eau. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi que ça arrive dans le débat public parce que là, on a une situation extrêmement grave. Et déréguler la totalité des pesticides, etc., ne rajoute ni de revenus, ni n'empêchera les cancers à venir pour nos enfants, nos petits-enfants. On n'est pas tout seul sur cette planète. Très bien, merci beaucoup. Donc, on termine ce débat avec ce désistement. Vous serez donc 2 au second tour des législatives pour la 2e circonscription. Monsieur Martin, Madame Ballu, Madame Marceau, merci d'avoir participé à ce débat. Merci. Et bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à vous. Merci.